Bonjour Paul, Bonjour, bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Paul, tu es président du Parti socialiste belge. Tu es en France parce que notamment, hein, entre autres, tu vas faire un débat avec Clémentine Autain Ouais. qui va porter sur l'écosocialisme tout à l'heure à la Bellevilloise. Mais moi, si je t'ai invité, c'est aussi pour parler d'écosocialisme, pour parler de ton dernier ouvrage publié aux éditions La Découverte. Ça s'appelle La vie large et ça reprend une expression de Jean Jaurès qui avait répondu à un contradicteur qui lui disait « Ah, mais vous nous vendez une vie de rien du tout, une vie de pauvre, etc. » Il avait répondu « Nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large. » En gros, ce que tu proposes dans ton livre, c'est une sorte de définition par le haut de l'éco-socialisme. Et justement, c'est ça ma première question. Où est-ce que tu situes l'éco-socialisme dans l'histoire, on va dire, de la gauche ou des gauches? Est-ce que tu considères que c'est plutôt une mutation du mouvement ouvrier qui s'inspirerait qui devrait s'inspirer de l'écologie, ou est-ce que tu considères au contraire que c'est l'écologie politique qui devrait s'inspirer des combats de la gauche du XXe siècle? Bah, c'est les deux à la fois finalement, parce que l'écosocialisme, c'est un concept assez large qui a été peu revendiqué par des courants historiquement, mais un petit peu par exemple André Gortz, qui est à la fois considéré comme une référence par beaucoup d'écologistes, mais qui se disait socialiste et même marxiste et existentialiste en plus, enfin voilà, tout ça à la fois. Par Cornelius Castoriadis, par exemple, mais par quelques Allemands, mais c'est pas une expression qui a été par pas mal d'Américains aussi, plutôt liée à la quatrième internationale, mais c'est pas une expression qui a été très largement soutenue, et donc je pense qu'il est encore très largement à construire l'écosocialisme. Donc c'est l'idée que je pense qu'en fait tout courant de pensée aujourd'hui est obligé d'intégrer cette donne, ce fait qui est le changement climatique, les dérèglements climatiques, et donc on doit se redéfinir par rapport à ça, comme il a fallu se redéfinir par rapport à la question sociale, comme les courants républicains et autres ont dû se redéfinir par rapport à la question sociale au 19e ou au 20e siècle. C'est une mutation tellement profonde qui va tellement profondément bouleverser déjà la nature elle-même et la vie de l'homme dans la nature, mais les rapports sociaux, les modes de production, la manière de vivre, etc., que tout le monde devrait s'en saisir. Et donc les socialistes parmi les autres, les gauches en général parmi les autres, doivent, je crois, donner un fondement à une vision de la transition climatique qui repose sur les principes du socialisme. Alors, un de tes objectifs, c'est de essayer de lier en fait cet écosocialisme, ta proposition politique, ta proposition de projet politique, avec une certaine idée, non du plaisir, comme pourrait le dire le philosophe Michael Fussell, mais plutôt de la dynamique. Et je t'ai entendu dans ces politiques la semaine dernière, enfin dimanche, être assez critique vis-à-vis de certaines propositions des écologistes français, comme par exemple ce qu'ils avaient pu dire sur le barbecue ou leurs propositions de sapin de Noël alternatif, etc. Et toi, tu as dit, ah bah non, dans les deux cas, hein, sur le barbecue et sur le sapin de Noël en acier et en verre, tu as dit, ah bah non, on ne peut pas en fait faire des propositions de ce type parce que genre c'est se couper en fait d'un plaisir. Enfin, je sais pas si le mot est juste, tu me le diras. C'est se couper d'un plaisir. Et nous, au contraire, on doit être homogène finalement avec les catégories populaires et ceux qui veulent, et donc faire une proposition en positif. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, ben, enfin, en tout cas, je pense que la transition climatique doit se rendre désirable. Et elle est fondamentalement désirable pour une très grande majorité de la population. Et tout le problème, c'est que historiquement, beaucoup d'écologistes, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'écologistes, ont parié sur la peur en disant, voilà, les faits sont là, c'est une catastrophe, il faut avoir peur, et la peur va nous amener à réagir et à changer d'attitude. En fait, ça n'a pas marché du tout, parce que soit on se dit, bon, on n'a pas si peur que ça, parce que ça paraît très lointain, soit au contraire, on est terrifié, alors on a des phénomènes comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, et le fait que, ou l'effondrement, la peur de l'effondrement et le repli sur soi. Donc ça ne marche pas, la peur. L'autre idée, c'était l'idée d'une forme d'ascétisme. Il fallait imposer une nouvelle éthique très ascétique, ce qui n'a jamais vraiment franchement marché dans l'histoire, parce que l'ascétisme, ou bien il a été imposé, hein, à Sparte, dans les régimes communistes, enfin dans toute une série de régimes qui l'imposaient, et en général d'ailleurs les dirigeants ne se l'imposaient pas à eux-mêmes, hein, c'était bon pour le grand nombre, mais les élites diverses, elles, s'exonéraient de ces formes d'ascétisme, ou bien ça a été un ascétisme choisi,
mais qui est toujours resté ultra minoritaire. Ça, tu vois, des tout petits groupes de stoïciens, de moines, d'ermites, et j'ai le plus grand respect pour tous ces mouvements, sauf qu'ils ne sont jamais parvenus à devenir majoritaires. Et donc, si on veut réussir la transition climatique et embarquer la majorité de la population, et donc aussi les classes populaires, aujourd'hui on peut dire qu'il y a un groupe de classe moyenne supérieure plutôt privilégié sur le plan culturel et sur le plan des études, etc., qui est déjà largement convaincu. Mais si on veut élargir le cercle aux catégories populaires, il ne faut pas leur dire vous allez devoir vous priver de choses auxquelles vous n'avez pas encore accès. Donc non seulement on va vous priver du bien-être, mais on va même vous priver du désir du bien-être, ce qui évidemment est une perspective qui ne peut que rebuter et au contraire proposer des solutions qui rendent l'écologie désirable. La transition climatique, si ça veut dire des logements beaucoup mieux isolés, donc des plus basses factures d'énergie et des logements de meilleure qualité, des transports en commun accessibles et gratuits, comme c'est le cas dans de plus en plus d'agglomérations urbaines et même de petits pays comme le Luxembourg ou Malte par exemple, l'accès pour tous à une alimentation naturelle et de qualité, l'accès de tous aussi à une nature préservée, régénérée, proche, et qui permet d'en profiter parce que c'est des biens essentiels. C'est-à-dire que si tous ces besoins humains fondamentaux, on y répond par des solutions collectives et accessibles à tous, eh bien pour une immense majorité de la population, cette vie-là sera meilleure que la vie d'aujourd'hui, sera bien meilleure que la vie d'aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'il faut leur dire plutôt que de leur faire peur, parce que la droite et les opposants à la transition climatique vont toujours se saisir évidemment des craintes de l'écologie punitive, du retour à la lampe à huile, etc., pour essayer de briser le mouvement. Mais là, tu as parlé, par exemple, du logement, où tu as dit qu'il fallait effectivement mieux isoler les logements. Tu as parlé des transports en commun, mais il y a aussi... Donc là, c'est des secteurs, effectivement, où il peut y avoir, où la transition énergétique peut amener, en gros, une meilleure vie, une vie large, comme tu dis. Mais il y a d'autres secteurs, si je prends, par exemple, des secteurs notamment liés à la consommation, si je prends, par exemple, l'industrie de l'habillement, dans l'industrie de l'habillement, aujourd'hui, pouvoir faire un choix entre deux t-shirts, je sais pas moi, H&M ou Zara, qui coûtent moins de 10 euros, aujourd'hui est considéré par beaucoup de gens, peut-être aussi d'ailleurs par moi, comme étant une expression en fait absolue de ma liberté, de qui je suis au temps présent, mais aussi dans une certaine mesure, en fait c'est ce qui va me permettre d'exister. Parce que genre, je vais me dire, putain, je fais un choix entre un t-shirt bleu ou un t-shirt vert. Les deux sont H&M et les deux, pour la planète, sont absolument dramatiques. Est-ce que là, par exemple, sur l'industrie de l'habillement, mais ça vaut aussi pour l'industrie de l'alimentation, je veux dire, il y a énormément de gens, par exemple, qui aiment aller chez McDo parce que, genre, ils adorent aller chez McDo. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs mon cas. Est-ce que là, il faut que dans le projet politique de la gauche, il faut dire bon bah stop, ça il faut arrêter, il faut interdire et du coup revenir dans certains secteurs, pas forcément le logement ou les transports en commun, mais l'habillement et l'alimentation à une certaine forme d'ascétisme. Oui, enfin il faut quand même bien revoir les chiffres. Les chiffres, c'est quand même que c'est à peu près 4 quarts, un quart le résidentiel, un quart la mobilité, un quart l'alimentation et un quart tout le reste, la production industrielle. Bon, je simplifie beaucoup, et les services publics. Et donc, si on avance déjà très sérieusement sur le logement, sur la mobilité, sur un certain nombre de biens de consommation, on réduit déjà de beaucoup. Il faut arrêter de faire croire que c'est ton steak et ton t-shirt qui posent fondamentalement le problème. Ils font partie du problème, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas le cœur du problème. Ça, c'est un. Deux, les choix de consommation qu'on fait, c'est vrai qu'ils expriment une part de nous-mêmes, c'est ça qui fait la force et la force presque érotique de la consommation, c'est que c'est des choix qui expriment quelque chose de nous-mêmes et qui a un désir très fort d'acheter quelque chose. C'est vrai que ça procure un plaisir de s'acheter quelque chose. Voilà, j'ai acheté des livres cet après-midi, ça m'a fait un bien fou et je sais qu'en achetant des livres, j'ai détruit des arbres d'une certaine manière, même si le papier est de plus en plus recyclé. Et donc c'est vrai qu'il y a un désir qui est très fort là-dedans. Mais nos désirs de consommation, ils se définissent par rapport à une offre. Tu citais le textile, tu es trop jeune pour t'en rendre compte, mais les gens de ma génération, quand on était enfant et même encore adolescent, les vêtements coûtaient beaucoup, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Parce que c'était avant la grande libéralisation mondiale du textile. Et donc le textile était encore très largement européen. Il y avait encore d'ailleurs énormément d'emplois dans ce textile, dans le nord de la France, en Belgique, au Portugal et dans beaucoup d'autres régions européennes. Et on s'achetait un jean tous les ans, etc. Et c'est pas du tout du misérabilisme que j'essaie de dire là. On le récupérait, etc., etc. Et on n'était pas malheureux pour autant, parce que c'était l'offre, c'était le standard. Et donc c'est par rapport à une certaine offre. Et donc, il n'y a rien à faire. Ce qu'il faudra faire, oui, c'est mettre des règles dans l'offre. Je ne dis pas qu'il faut interdire les McDonald's, parce que là, évidemment, on va retomber aussi dans une espèce d'écologie de l'interdiction. Mais par contre, je pense qu'on va mettre sérieusement des règles sur la production de viande
industrielle. Si on commence déjà à dire c'est fini l'élevage industriel, c'est fini de mettre des porcs dans 1 m² où ils ne peuvent pas bouger, où ils se bouffent les oreilles et la queue parce qu'ils ont besoin de bouger, qu'ils n'ont jamais vu de toute leur existence la terre, le ciel, la nature, enfin, c'est d'une brutalité absolue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus manger de viande, mais ça veut dire qu'on ne pourra plus élever de la viande que de manière extensive, en nature, de manière correcte, avec une alimentation locale, etc. On ne peut plus importer de soja et ce genre de choses. Bien, forcément, la consommation moyenne va être beaucoup moins grande. Il y aura beaucoup moins de viande disponible, le prix va être un peu plus élevé, on en mangera donc moins, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ces pratiques, elles évoluent déjà. La consommation de viande des Français, par exemple, elle a explosé dans les années 80, 90, 2000 à peu près, avec l'élévation du niveau de vie, et elle est déjà en train de se réduire dans les années 2010 et dans les années 2020, naturellement. Les gens se disent, pour des raisons de santé, pour des raisons écologiques, etc., je vais manger un peu moins de viande, je ne vais pas forcément en manger tous les jours, je ne vais pas toujours forcément manger du bœuf, mais plutôt des viandes qui sont plus faciles à produire et qui ont un bilan énergétique plus simple. Donc il y a à la fois une évolution culturelle qui se fait naturellement, et à côté de ça, on doit mettre des normes qui doivent être issues d'une délibération démocratique, en ayant conscience des conséquences que ça va avoir, mais qui sont absolument indispensables, sinon on ne va pas y arriver. Tu m'as parlé de l'industrie textile et de sa disparition finalement dans nos pays, à la fois en France et j'imagine aussi dans une certaine mesure en Belgique. La France a été une grande puissance industrielle et aujourd'hui il y a beaucoup de partis politiques qui ont à gauche, qui ont comme projet la réindustrialisation de la France. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi que tu partages? Tu penses que pas de la France, mais j'imagine pour toi de la Belgique, de l'Europe exactement. L'Europe doit redevenir une grande puissance industrielle avec tous les métiers en fait que ça induit, c'est-à-dire des métiers qu'aujourd'hui on n'a plus, notamment, je pense aux ouvriers spécialisés qui n'existent, enfin, aujourd'hui il n'y en a plus. Tu vois. Comment? Oui, ils existent encore, mais il ne faut pas vouloir redevenir une puissance industrielle pour le plaisir de devenir une puissance industrielle ou pour réveiller un vieil idéal qui a été très très fort dans le mouvement ouvrier et qui a très profondément marqué notre culture. Il faut simplement, par contre, relocaliser toute une série de productions. Les exemples sont bien connus, mais que pendant la crise du Covid, on se soit aperçu qu'on ne produisait plus de Doliprane, qu'on ne produisait plus d'oxygène, qu'on ne produisait plus de masques, donc des biens absolument indispensables pour la santé publique, ça doit quand même nous faire réfléchir et nous dire toute cette production-là, on doit la relocaliser. Quand on voit le bilan carbone d'une grande partie de l'alimentation, tu citais l'exemple, on doit aussi pouvoir se dire on doit le relocaliser. Chaque fois qu'on va relocaliser une production, on va redévelopper du travail et des postes de travail, donc de l'emploi aussi dans notre région. Ça, c'est quelque chose qu'évidemment, on doit souhaiter. Et ça vaut dans tous les secteurs. Mais le fait que l'économie devienne de plus en plus circulaire, c'est aussi un bon exemple. Tu citais le textile, est-ce qu'il faut éternellement continuer à produire plus de coton, plus de laine, plus d'autres matériaux synthétiques, ou pas se dire à un moment donné, on va les recycler davantage, les réutiliser, peut-être produire moins de vêtements. Et je crois là aussi qu'il y a une évolution culturelle qui se fait parallèlement à une transformation des modes de production et qu'on doit accompagner les deux. Et ça sera plus intensif en travail parce que l'économie d'aujourd'hui, qui est une économie qui repose profondément sur l'énergie, la consommation d'énergie, je ne sais plus quel historien américain a calculé que l'énergie qu'on consomme chez soi, c'est l'équivalent de la force de travail de 40 esclaves dans la Grèce antique. Donc on consomme une débauche d'énergie tous les jours. Si on consomme moins d'énergie, il faudra plus de travail humain. Il y a plus de travail humain pour produire des vêtements artisanaux, pour cuisiner soi-même, produire ses fruits et légumes soi-même, etc. Et donc, ça redonnera aussi de l'activité économique dans nos régions quand on en a besoin. Alors, dans La Vie Large, tu utilises un concept que tu empruntes à Bruno Latour, celui de classe écologique. C'est une question que j'aurais bien aimé poser à Bruno Latour parce que j'avais lu son bouquin sur le sujet et hélas il est décédé entre-temps et j'avais pas été très convaincu en fait par sa proposition. Qu'est-ce que toi tu comprends à classe écologique? C'est quoi cette histoire? D'abord je trouve ça intéressant, c'est son tout dernier texte, c'est un peu donc un texte posthume, de même qu'une grande interview qu'il a donnée au journal Le Monde qui était titrée L'écologie et la nouvelle lutte des classes, ce qui est quand même intéressant parce que bien qu'il fût sociologue, il n'avait pas beaucoup intégré la question sociale dans son appréhension du rapport entre la nature et les humains. Et petit à petit, j'ai eu la chance de dialoguer avec lui, puisqu'il devait venir à un festival qu'on organisait à Charleroi. Et donc on a dialogué par Zoom de tout ça, des régions industrielles, des terries, du socialisme, etc. C'était vraiment passionnant. Et il était en train, je pense, d'écrire le mémo à ce moment-là. Et donc il était en train vraiment de réfléchir à tout ça, de se dire, on voit bien il l'a écrit d'ailleurs, que la transition climatique, ce sera soit quelque chose qui se fera sans
une classe écologique organisée qui le fait au profit du grand nombre, et alors c'est les plus riches qui s'en sortiront toujours et qui essayeront d'écarter tous les autres de la Terre, la partie habitable de la Terre, et donc on va entrer dans une lutte qui va être une lutte encore plus dure que peut-être que les luttes des classes qu'on a pu connaître, hein. Si on a des zones entières de la planète qui sont plus habitables et des centaines de millions de personnes qui doivent partir et qui vont entrer en concurrence avec les habitants d'autres régions, on peut imaginer à quel point c'est pas tout de suite, mais c'est quand même des perspectives sérieuses et auxquelles on doit penser, ou bien au contraire, il y a une classe écologique qui se constitue et qui dit on ne peut pas laisser seuls les plus riches s'en sortir et avoir leur part de la terre habitable, on doit faire en sorte que tout le monde en profite, que ce soit la vie large pour tous, et donc avoir des vraies solutions collectives. Et une classe, ça c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est même toute l'histoire de la réflexion marxiste, c'est que la classe, elle n'est pas déjà là. C'est la lutte qui constitue la classe. Il y a des groupes sociaux, plus ou moins homogènes. Il y a des groupes ouvriers, des groupes employés, et même dans des ouvriers de maintenance, d'autres spécialisés, etc., des indépendants, des commerçants. Enfin, il y a une assez grande diversité dans le corps social. Ce qu'on appelle une classe, c'est une série de groupes sociaux qui sont relativement différents en termes d'identité, d'intérêt, mais qui, à un moment donné, parce qu'un conflit a structuré ça, se ressentent comme formant une majorité sociale. Et qui, dès lors, cette majorité sociale qui se cherche un relais politique, qui se cherche une majorité politique et qui peut transformer les rapports de force politique et puis transformer les rapports sociaux. Et donc la classe, c'est pas quelque chose qui est déjà là, c'est pas quelque chose qu'on va fabriquer comme ça de manière artificielle. C'est dans la lutte, c'est dans l'opposition, c'est dans la convergence des luttes autour d'objectifs de transition et contre un adversaire commun et désigné qui ne peut être que le régime capitaliste, qu'on peut constituer cette classe écologiste. Mais pour beaucoup d'écologistes, ce n'est pas encore si évident et si naturel. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin en disant, bon, chers amis écologistes, voilà, il est temps de considérer, d'accepter le fait que le dérèglement climatique est indissociable du régime capitaliste. Voilà, et donc on n'en sortira pas sans changer le régime capitaliste. Mais alors justement, tu parles de rapport de force. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, on a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. On les appelle les jeunes du mouvement climat. Qui se mobilisent tous les vendredis, tous les samedis, qui font des actions choc, etc. Et on a l'impression que tous ces jeunes n'ont pas vraiment encore aujourd'hui trouvé dans les partis politiques, dans la politique institutionnelle, comme on dit, une caisse de résonance ou un débouché politique qui leur permettrait, en gros, qui créerait, où il y aurait des liens en fait suffisamment forts pour qu'on se dise tiens, les mouvements climat, leur parti c'est, je sais pas, Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise ou le Parti Socialiste ou je ne sais quoi, ou le Parti Communiste. C'est pour ça que ça doit être l'un. Je pense que les mouvements sociaux doivent rester autonomes. C'est très important, un mouvement social qui. Non mais là on a l'impression qu'ils sont orphelins, ce qui est quand même un peu plus problématique. Ça c'est plus problématique. Voilà. Donc ils doivent pas être orphelins, c'est-à-dire qu'ils doivent se trouver des relais, ils doivent se trouver des contacts politiques, évidemment, parce que sinon on ne pourra pas transformer fondamentalement la société. Mais ils doivent aussi conserver leur autonomie. C'est très important que le mouvement social, que le mouvement syndical, le mouvement associatif, les mouvements environnementaux, etc., conservent leur autonomie par rapport à la sphère politique. Parce que sinon, à un moment donné, elle se fait embarquer, et une fois qu'elle est embarquée, elle ne peut plus jouer son rôle critique et son rôle d'aiguillon. Et donc, le premier rôle, je pense, de tous ces mouvements, et qui jouent déjà très largement aujourd'hui, c'est un rôle culturel. Le fait, je crois quand même que Greta Thunberg, par exemple, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle aura apporté une contribution immense à la prise de conscience du phénomène dans notamment la génération de celles et ceux qui se mobilisent et qui manifestent dans les marches pour le climat, etc. Donc il y a un travail culturel de prise de conscience et de construction d'une forme d'hégémonie culturelle autour de tout ça. Sauf que, je viens d'acheter le bouquin de Greta Thunberg, 500 pages, une grosse brique, je cherche ce qu'elle dit des inégalités sociales, enfin c'est un ouvrage collectif, hein, mais je cherche ce que le bouquin dit des inégalités sociales, et il y a 10 malheureuses pages perdues un peu au milieu. Donc ça veut dire que la question sociale n'est pas encore véritablement réencastrée dans la question écologique. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qui doit petit à petit se faire. Et puis, bon, je ne crois pas que ces mouvements doivent avoir forcément un relais unique. On peut très bien avoir des jeunes qui sont engagés chez Europe Écologie Les Verts, à la France Insoumise, chez les socialistes, chez les communistes ou ailleurs, mais qui forment un mouvement social qui a une série de relais, pour autant que ces relais, évidemment, et eux aussi,
une plateforme commune et une stratégie partagée. Mais est-ce que ce que tu ne constates pas, pour parler de ces jeunes du mouvement climat, c'est qu'ils ne considèrent plus en fait la politique comme étant un débouché en fait à leurs actions, et qu'ils considèrent beaucoup plus, par exemple, le fait de se constituer en lobby associatif ou de pouvoir interagir, notamment avec les entreprises. Moi, j'entends beaucoup en fait ces jeunes du mouvement climat, ils me disent bon bah il faut que c'est aux entreprises en fait. Nous, on fait pression sur les entreprises, c'est-à-dire on pointe Total et on veut que Total change, ou on veut que Total disparaisse. C'est très mais bien, il passe plus par le politique. Bah, non, mais c'est très bien, mais c'est complémentaire. Quand moi, ma génération s'est battue contre l'apartheid en Afrique du Sud, bon, je suis un peu plus vieux, on s'est battu contre la colonisation de la Palestine par Israël, etc. Et on pratiquait le boycott. On allait distribuer des tracts pour le boycott, etc. Donc c'est rien de très nouveau de faire la pression directe sur les entreprises. C'est nécessaire, c'est une partie du mouvement. Mais à côté de ça, ils ont aussi besoin, je pense, d'une forme de relais politique. Ils ont besoin que les thèmes et les revendications qu'ils portent soient à l'agenda de la décision publique. Et donc, il faut ces relais politiques. Mais moi, je suis plutôt optimiste parce que j'étais ministre du Climat il y a une douzaine d'années, 2008 jusqu'à 2012, 2013. Je dialoguais beaucoup avec les jeunes à ce moment-là et je t'avoue que j'étais un peu désespéré par un niveau de dépolitisation très profond. C'est-à-dire, ils disaient, leur truc, c'était il faut agir, il faut agir, il faut agir. Je dis, mais qui doit agir? Comment? Dans quelle direction? Et il y avait il faut agir pour le climat. Je dis oui, mais c'est quoi la cause? C'est qui? Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une politisation. Ils ont identifié que déjà les grandes entreprises sont responsables. C'est un premier élément de politisation. Que les énergies fossiles, les multinationales des énergies fossiles sont une grande partie du problème. Même si ces multinationales de l'énergie fossile, elles ne font que produire des énergies fossiles qui sont dans nos vêtements, dans notre alimentation, dans notre chauffage, dans notre mobilité. Il ne faut pas oublier que du pétrole, il y en a partout. Mais c'est parce que du pétrole est partout que ces entreprises sont si puissantes, évidemment, un peu comme le monde de la finance. Donc, ça ne suffit pas de dire c'est la faute des multinationales, mais c'est quand même un élément de politisation intéressant. De même que le thème de la justice climatique s'est fortement imposé dans ces mouvements de jeunes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils disaient act now, il faut agir, il faut agir. C'est très bien, mais chaque fois je dis oui, mais voilà, je leur reposais la question. Aujourd'hui, ils disent il y a des inégalités nord-sud, il y a des inégalités dans nos sociétés, on n'en sortira pas sans attaquer de front le problème des inégalités. Et ça, je trouve que c'est aussi un progrès de politisation qui est vraiment intéressant. Et puis, j'en vois quand même beaucoup qui s'adressent à nous. Donc, s'ils s'adressent à moi en tant que président de parti ou à mes collègues présidents d'autres partis écolos ou autres, bah, c'est que quand même, ils cherchent un relais politique. Dès qu'il y a des manifestations, ils viennent nous interpeller, ils passent devant nos sièges de partis, etc. Ils nous interpellent et ils mettent la pression. Donc je pense qu'ils ont conscience qu'ils ont aussi besoin de ces relais politiques. J'ai une dernière question, enfin une dernière série de questions sur la stratégie politique. Donc toi, tu es belge, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. En Belgique, vous avez une tradition du compromis politique, notamment parce que c'est comme ça que vous constituez vos gouvernements, vous vous mettez d'accord entre différents partis. Et toi, par exemple, lorsque tu étais ministre, eh bien ton premier ministre, il n'était pas forcément issu de ta sensibilité politique, hein, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, d'après toi, cette notion de compromis qui, en France, franchement, on n'aime pas trop le compromis, tu vois. Pour beaucoup de gens, le compromis égale compromission, et genre on trouve ça cacaboudin, et genre on veut surtout pas, il faut rester droit dans ses bottes. Est-ce que c'est ça que quand tu parles de ces différents endroits, toi t'es socialiste, tu parles des écologistes, tu parles aussi des syndicats, des associations, des mouvements, etc. Tu penses que tous ces gens doivent se mettre d'accord à l'aune d'un compromis, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait de pouvoir agir ensemble? Il n'y a pas de solution universelle, ça dépend beaucoup du contexte. La Belgique, c'est un pays fédéral avec un système électoral proportionnel, et la règle du jeu a beaucoup d'influence. C'est-à-dire que dans un système comme celui-là, par définition, personne ne peut être majoritaire. Il n'y a pratiquement jamais de gouvernements qui sont totalement de gauche ou totalement de droite. On a toujours des gouvernements où on mélange la gauche et la droite. Et ça fait toujours un peu hurler les Français. Mais si tu regardes le Parlement européen, c'est exactement la même chose. Le Parlement européen est un parlement dans lequel il n'y a pas de majorité de droite, il n'y a pas de majorité de gauche. Et donc, il y a des grands accords transpartisans, un peu comme aux États-Unis, parfois, entre démocrates et républicains, ça peut arriver. Ou bien, il y a des alliances et des coalitions au cas par cas. Il n'y a pas de règle. Si tu prends le cas français, on est dans une logique beaucoup plus majoritaire, et j'espère que les Français vont arriver à constituer une majorité de gauche qui va succéder à Macron, et le plus tôt sera le mieux, et imposer une véritable rupture. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça en Allemagne ou en Belgique, par exemple. Au Portugal, on a une majorité de gauche. En Espagne, on a une majorité de gauche. Dans les pays nordiques, jusqu'à pas longtemps, on avait aussi des coalitions de gauche. Des coalitions qui font des compromis, mais avec que des partis de gauche. Donc voilà, chaque situation nationale est différente et chacun fait comme il peut dans son contexte national. Mais
L'échelon européen est de plus en plus important, vraiment, parce que c'est là qu'on décide de toutes les grandes normes en matière de réduction des émissions, en matière des normes de produits qu'on va imposer à l'automobile, à l'industrie, à l'agriculture, etc. C'est là aussi qu'on distribue beaucoup de subsides, par exemple, pour la politique agricole. Donc c'est un niveau de pouvoir extrêmement important. Et là, bah oui, vu la réalité européenne, c'est des formes de compromis. Mais les compromis, il faut bien comprendre, il y a compromis et compromis. Il y a le compromis où chacun y va de son côté, puis on agrège 5 ou 6 points de vue différents, et en général, c'est pas terrible. C'est le plus petit commun dénominateur, et donc c'est assez faible. Mais il y a des compromis dans lesquels on arrive au compromis après avoir fait des convergences. Et ça, pour la gauche, c'est aussi extrêmement important. Que la stratégie soit celle d'être un bloc majoritaire qui veut renverser, ou qu'elle soit celle d'un compromis, il faut de toute façon des convergences de gauche. Moi, je l'ai fait aussi en Belgique. J'ai d'abord fait un accord entre les socialistes et les écolos, fait un accord entre nous, et puis on était obligé malheureusement d'aller vers la droite, puisque la gauche radicale refusait de prendre quelque responsabilité politique que ce soit, préfère rester confortablement dans l'opposition, c'est plus facile, mais donc on a été obligé malheureusement d'aller vers la droite, mais on est allé vers la droite avec un socle d'exigences communes qu'on avait déjà arrêté. Et on a donc pu imposer beaucoup plus d'orientation éco-sociale et éco-socialiste que si on y avait été séparément. Et donc toi, tu es content par exemple de ton passage au pouvoir, en gros? Bah, ça dépend où, quand, comment, mais quand j'étais ministre de l'énergie au niveau fédéral, une des grandes bagarres, c'était les bagarres contre les producteurs d'énergie nucléaire, et on les a fait payer, cet argent, on l'a investi dans des politiques sociales énergétiques qui n'existent pas en France. D'ailleurs, nous, on a un tarif social pour 20% de la population qui est beaucoup, beaucoup plus bas que même le tarif réglementé. Et on a investi aussi massivement dans le développement des énergies renouvelables. Donc c'était déjà pas mal. Quand j'étais ministre-président de la région Wallonne, on a eu la chance qu'on nous demande de signer un traité avec le Canada dont on ne voulait pas. Et donc on a fait un blocage là-dessus en négociant, en faisant en sorte de créer un rapport de force pour réorienter la politique commerciale. Aujourd'hui, le dernier accord en date avec la Nouvelle-Zélande va être l'accord le plus avancé qu'on ait jamais fait en matière commerciale, avec des vraies règles contraignantes en matière sociale, en matière de droits fondamentaux et en matière d'environnement. Donc ça produit ses fruits. Je ne dis pas que c'est... Tu crois aux petits pas? C'est plus que des petits pas. Je crois, à un moment donné, au fait de mettre le pied dans la porte. Tu dois mettre le pied dans la porte, et pour ça, tu dois être suffisamment fort. Si tu es dans une majorité, on a besoin de toi, on ne peut pas faire de majorité sans toi, tu ne peux pas imposer ta volonté, mais tu peux quand même mettre le pied dans la porte et dire « ça, pour moi, c'est trop important, je ne le lâcherai pas ». Et tant que je n'aurai pas, je ne le lâcherai pas, et tous vos dossiers seront bloqués tant que je n'aurai pas ça. Les autres vont faire pareil, évidemment, donc il faut composer à un moment donné, mais ça permet quand même d'avoir des avancées qui soient plus que des petits pas. Mais ça, excuse-moi de ma méconnaissance, mais est-ce que les Belges te le reconnaissent, enfin le reconnaissent au Parti Socialiste Belge, que vous avez réussi à ça? Parce que nous, en France, franchement, François Hollande, tout n'est pas acheté à la poubelle dans ce qu'a fait François Hollande, beaucoup de choses, hein, mais il y a quand même une partie genre, qui était intéressante, et aujourd'hui, ne peut pas, cette partie-là ne peut pas exister. Parce que en France, on a, je sais pas si c'est une tradition ou je sais pas quoi, ou si on l'a acquis il y a pas longtemps, mais genre, on considère que globalement, c'était pas bon, et genre, du coup, globalement, ça va à la poubelle. Et on ne peut pas discuter, puisque par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, elle a fait des choses qui étaient franchement très intéressantes. Et même les réformes fiscales qu'a fait François Hollande ont réduit les inégalités, c'est un fait. Mais par contre, la déchéance de nationalité, c'était un drame. Mais globalement, les Français... La loi El Khomri en matière de loi du travail, c'est une catastrophe. Donc voilà. Mais globalement, les Français, et notamment la gauche, est très critique vis-à-vis de moi, je suis très critique aussi parce que personne n'est forcé. C'est ça qui est terrible. Quand on est forcé, on n'a pas le choix. On n'a pas la marge de manœuvre, on est obligé de faire des compromis. Mais quand on a une majorité, faire des compromissions pareilles, pour moi, c'est incompréhensible. Donc je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal, et c'est un dialogue que j'ai eu avec beaucoup de camarades français, ils ont fait beaucoup de mal ce faisant, comme Schröder avait fait beaucoup de mal, comme Blair avait fait beaucoup de mal. Donc c'est pas ma gauche, c'est jamais dans cette gauche-là que je vais me reconnaître. Il y a eu des choses bien aussi, mais je crois qu'il faut définir beaucoup plus, comme au début du mouvement ouvrier, quelques réformes de rupture qu'on veut absolument. Et on ne peut pas tout obtenir. Ça, il faut aussi accepter qu'on doit faire des choix, on ne peut pas tout obtenir, on doit se mettre des priorités. Si on veut avoir le nec plus ultra de toutes les réformes en matière sociale, en matière environnementale, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, de droits et de liberté, de dénucléarisation, etc., ben non, on ne va pas tout avoir parce qu'on aura, à moins d'avoir une majorité absolue et tout le temps nécessaire pour le mettre en œuvre, mais ce sera compliqué. Mais si on se dit, voilà les 3-4 réformes qui sont pour moi absolument indispensables et je ne bougerai pas, je ne bougerai pas de cette ligne et je la tiendrai jusqu'au bout, alors on peut avoir des vraies réformes fondamentales. C'est ce que Jaurès parvenait à faire à l'époque, même sans avoir jamais été membre d'un gouvernement, au sein du travail parlementaire, en disant sur les pensions de retraite, sur le temps de travail, enfin voilà, il y avait à chaque fois, mais il y avait aussi une énorme pédagogie dans le travail du mouvement ouvrier à l'époque, pour expliquer pourquoi c'est ce sujet-là qui était le sujet central et se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'avoir obtenu.
Et il y avait des moments, alors ça n'a peut-être pas été très long, les moments de la gauche, mais le gouvernement de Léon Blum, le début de Mitterrand, l'abolition de la peine de mort, etc., l'impôt sur la fortune, les années Jospin et les 35 heures, voilà, même si ces moments n'ont pas été très longs, ils ont quand même marqué un certain nombre de réformes de rupture qui sont un héritage extrêmement important, non seulement parce qu'ils ont transformé la société, mais aussi parce qu'ils ont démontré que c'était possible. Ce que malheureusement François Hollande n'a pas fait. J'ai une dernière question, Paul. Elle a trait à l'extrême droite et en fait à la montée de ces populismes d'extrême droite un peu partout autour de la Terre, hein, que ce soit au Brésil, aux États-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, à commencer par l'Italie, où Giorgia Meloni est arrivée, a pris la tête du gouvernement il y a quelques semaines. Comment est-ce que toi tu analyses ça? Est-ce que vous avez le même problème en Belgique que chez nous, c'est-à-dire ce danger de l'extrême droite qui nous est pas très loin de prendre le pouvoir, et surtout comment est-ce qu'on y fait face? Est-ce que, genre, pour faire simple, est-ce que ton bouquin, ta stratégie, c'est-à-dire de mettre en avant et d'expliquer ce que c'est que l'écosocialisme, ça va suffire? Ou est-ce qu'il faut développer des outils spécifiques pour lutter spécifiquement contre les arguments de l'extrême droite? Non, ça ne va pas suffire. Si un bouquin suffisait, ce serait magnifique. Évidemment que ça ne va pas suffire. Mais... Donc en Belgique, on est confronté au problème de manière très asymétrique, puisqu'au nord du pays, le premier parti, selon les sondages, c'est un parti d'extrême droite, d'une extrême droite épouvantable, la pire des extrêmes droites d'Europe, vraiment des néo-nazis, on ne peut pas les appeler autrement, qui font 25% selon les sondages, hein, donc ils sont vraiment de loin le premier parti. Par contre, du côté francophone, il n'existe pas du tout. Mais il n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de parti constitué. Et ça, c'était un très long travail d'empêcher la constitution d'une offre. On a heureusement pu compter sur des journalistes qui ont accepté d'établir ce qu'on appelle un cordon sanitaire, c'est-à-dire de refuser de donner la parole dans les médias à toute personnalité d'extrême droite, c'est-à-dire à toute personne qui violait les droits et libertés fondamentales, voilà, les droits fondamentaux et les grandes conventions internationales en matière de droits fondamentaux. Et ça, c'est efficace. Et aujourd'hui, on a un mouvement syndical qui, dès qu'un petit noyau d'extrême droite essaye de se constituer, les empêche de se constituer. Donc s'il n'y a pas d'offre, ben forcément, les gens ne peuvent pas voter pour un parti d'extrême droite. Alors ça paraît peut-être un peu brutal, mais moi je suis de cette idée qu'avaient les Allemands au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Si on donne la liberté aux ennemis de la liberté, ils finiront par abolir la liberté. Et il faut relire une magnifique biographie romancée de Mussolini par Antonio Scurati qui s'appelle M, l'homme présidentiel, où on voit que, ah oui, au début, on se dit, ouais, bon, voilà, c'est quelques brèches, c'est pas très grave, et ça finit avec la plus grande violence et avec l'abolition de tous les droits et libertés et de toutes les règles du régime constitutionnel. Donc c'est très dangereux et il faut vraiment s'en méfier et il faut surtout pas que ce soit banalisé et qu'on s'y habitue. On ne doit jamais s'y habituer, on doit continuer à dire que l'extrême droite, toutes les formes de néofascisme sont dangereuses et doivent être combattues. Après, ça ne veut pas dire attaquer les électeurs d'extrême droite. Il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi ils cherchent une réponse à leurs questions dans ce courant de pensée? Mais parce qu'ils se sentent totalement abandonnés, parce qu'il y a des territoires qui ont été objectivement abandonnés, où l'emploi, l'activité industrielle ont été détruits, où les services publics ont à moitié disparu, où ils ont le sentiment en plus qu'on ne les prend même pas en considération, où on les enfonce encore un peu plus avec des taxes sur les carburants qui provoquent les réactions très légitimes et très justes des mouvements des Gilets jaunes, etc. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Il faut apporter des réponses à tout ça en reconstruisant des services publics, en recréant de l'emploi à travers notamment la garantie d'emploi, par exemple, dans ces territoires, et en expliquant que oui, on est conscient que vous vivez une vie extrêmement difficile, on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas abandonné, on se bat et on va vous aider et ensemble on va y arriver. Et ça change déjà. On les a un peu abandonnés quand même. On les a abandonnés, mais il faut justement. Non, mais ça, est-ce qu'il faut faire cet aggiornamento aussi de dire. Oui, moi je crois qu'il faut reconnaître ses erreurs. erreurs. Je pense qu'il faut toujours reconnaître ses erreurs. Je pense qu'Olivier Faure, par exemple, au sein du Parti Socialiste, a bien fait de dire je vais faire un inventaire sélectif du bilan des années Hollande, où, comme tu le disais tout à l'heure, il a mis en évidence des choses pas mal qui ont été faites, mais il a aussi dénoncé des tas de choses qui n'étaient pas acceptables. Je pense que ça, c'est un prérequis. Mais ça ne suffit pas. Donc pouvoir dire oui, on vous a abandonné, on reconnaît que c'était une erreur, maintenant on va corriger tout ça et voilà ce qu'on va mettre en place. Et puis bon, il faut que ce soit crédible, que ce soit désirable, j'y reviens, et puis il faut le faire surtout, parce que si on ne le fait pas, alors la fois d'après, la déception sera encore plus amère. On est qu'au début de ces combats et de ces luttes. Merci beaucoup Paul. Merci beaucoup à toi Pablo.